Salam alaikum wa marhaba bikum, ma'akum Mourad de Taqi Academy. Alors, toujours dans le cadre du thème A, nutrition et santé, on arrive à présent à la dernière partie de ce thème, la partie 4, dans laquelle on va étudier, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la constance du milieu intérieur. Alors, cette partie comporte 3 chapitres. On va commencer par le premier chapitre, dans lequel on va voir qu'est-ce que le milieu intérieur, et on va aussi essayer de dégager quelques caractéristiques de ce milieu, et c'est à partir de ces caractéristiques qu'on peut passer au chapitre 2, puis au chapitre 3. Donc, les notions qui vont être acquises dans ce premier chapitre vont être utiles dans le deuxième chapitre pour comprendre et étudier ce qu'on appelle l'excrétion urinaire, autrement dit, l'élimination des déchets liquides. Et puis, à partir de ces notions, toujours qu'on a vues dans le premier chapitre, on terminera le dernier chapitre par l'étude d'un exemple de constance du milieu intérieur. Il s'agit de la régulation de la glycémie qui est la concentration ou le taux de glucose dans le sang. Alors, à présent, on va commencer donc par le premier chapitre, le milieu intérieur et ses caractéristiques. Vous savez donc, d'après au moins ce que vous avez vu dans les chapitres précédents, que les organismes unicellulaires, tels que les lactobacilles, tels que les levures, tels que les champignons unicellulaires, ces micro-organismes puisent leurs nutriments directement à partir du milieu extérieur. Alors, je dis donc que ces micro-organismes puisent ces nutriments, autrement dit que ces micro-organismes utilisent directement ces nutriments à partir de milieu extérieur sans intermédiaire. Cependant, chez les organismes pluricellulaires, comme par exemple le cas de l'homme, les cellules ne sont pas en contact direct avec le milieu extérieur. Il existe des appareils spécialisés, tels que l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, ainsi que d'autres. Ces appareils recueillent du milieu extérieur les molécules et les ions nécessaires à la vie cellulaire. La description de ces molécules ainsi que ces ions est assurée par ce qu'on appelle le milieu intérieur. Et donc, en fin de compte, on peut dire que le milieu intérieur, c'est l'intermédiaire entre les cellules de l'organisme et le milieu extérieur. La notion de milieu intérieur a été introduite pour la première fois en 1859 par un physiologiste français, M. Claude Bernard. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un milieu intérieur, quels sont les différents compartiments liquidiens de l'organisme et donc qui font partie du milieu intérieur, mais aussi on va essayer de comprendre la composition du milieu intérieur. Alors, on va commencer par voir les compartiments liquidiens du milieu intérieur. En effet, chez l'homme, il existe 2 types de systèmes. Ce qu'on appelle le système circulatoire, qui comporte un grand nombre de vaisseaux sanguins,
responsable de la circulation du sang. Il existe aussi un réseau de vaisseaux lymphatiques qui assure la circulation de ce qu'on appelle la lymphe. D'une manière très simplifiée, on va dire que les artères représentées par l'aorte, les artères et les artérioles assurent la conduction du sang artériel du cœur vers les tissus. Cependant, les veines, représentées par la veine cave, les veines et les vénules assurent la conduction de ce qu'on appelle sang veineux des tissus vers le cœur. Au niveau des tissus, donc des cellules, les artères se ramifient en vaisseaux secondaires appelés artérioles, alors que les veines se ramifient en ce qu'on appelle les vénules. Ces vaisseaux se rejoignent par des très fins vaisseaux appelés capillaires. Les capillaires, ou plutôt dans les capillaires, la circulation du sang est très ralentie. Ce ralentissement rend possible les échanges entre le sang et les tissus. Dans les tissus passe donc le sang artériel riche en oxygène et en nutriments à travers ce qu'on appelle les capillaires artériels qui sont, comme vous l'avez compris, des ramifications des artérioles, et le sang quitte les tissus à travers les capillaires veineux, et c'est ce qu'on appelle le sang veineux qui contient le CO2 et les déchets provenant bien sûr des cellules. Mais bien sûr, au niveau des tissus, il y en a d'autres types de vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques, qui font partie, comme on vient de le voir donc tout à l'heure, de ce qu'on appelle la circulation lymphatique. La circulation lymphatique, constituée d'un grand nombre de vaisseaux qui circulent, qui se trouvent partout dans le corps, assure, comme l'indique le nom, la conduction d'un liquide appelé lymphe, dont on va voir la composition juste après, Inch'Allah. Alors, maintenant, on va s'intéresser au compartiment liquidien où on trouve la lymphe. En effet, ce liquide circule dans des vaisseaux lymphatiques et dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la lymphe circulante ou canalisée. La lymphe peut se trouver aussi dans le compartiment intercellulaire, c'est-à-dire entre les cellules, et on l'appelle dans ce cas la lymphe interstitielle. Alors, résumons maintenant ce qu'on a vu, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant à propos du milieu intérieur. En effet, le milieu intérieur est l'équivalent du compartiment extracellulaire, autrement dit, le milieu qui se trouve à l'extérieur de la cellule. Dans ce compartiment, on peut trouver environ 30% de l'eau totale de l'organisme. Le milieu intérieur comporte deux types de compartiments. Ce qu'on appelle le compartiment vasculaire, qui contient environ 9% de l'eau totale de l'organisme, et le compartiment interstitiel, c'est celui qui occupe ou qui se trouve entre les cellules.
ce compartiment contient ce qu'on appelle le liquide intercellulaire, qui représente environ 21% de le total du corps. Et c'est là où on trouve ce qu'on appelle la lymphe interstitielle. Le compartiment vasculaire est constitué de deux types de vaisseaux. Ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins, dans lesquels circule le sang, et les vaisseaux lymphatiques, dans lesquels circule la lymphe circulante. Ah bon? Vous n'avez pas tout compris? Alors, quelle est votre question donc? Alors, comment le milieu intérieur assure-t-il la relation entre les cellules et le milieu extérieur? Ah oui, bon, en fait c'est une bonne question. Alors on va essayer de comprendre comment le milieu intérieur donc assure cette relation entre les cellules du corps et le milieu extérieur. Alors pour répondre à cette question, on doit tout d'abord rappeler certaines notions. Alors tout d'abord, vous savez que le corps humain reçoit à partir du milieu extérieur de l'eau, de l'oxygène et les aliments. Ces derniers doivent passer à travers l'appareil digestif pour subir les étapes de la digestion qui aboutissent à la formation des éléments nutritifs simples appelés nutriments qu'on trouve au niveau de l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, ces nutriments passent par une deuxième étape, si vous voulez, ce qu'on appelle l'absorption intestinale, assurée par des structures qu'on trouve dans l'intestin. Ce sont les vélocités intestinales. Au niveau de ces vélocités, les nutriments donc passent, que ce soit dans les vaisseaux lymphatiques, exactement le vaisseau chélifère, c'est le premier type de vaisseau lymphatique, tel que essentiellement les nutriments lipidiques, ou dans les vaisseaux sanguins, tels que les os, les acides aminés, etc. Les nutriments qui passent dans les vaisseaux sanguins vont se trouver par la suite dans la veine porte, qui traverse le foie, pour se trouver par la suite dans la veine cave inférieure et puis dans le cœur. Quant aux nutriments qui ont passé dans les vaisseaux lymphatiques, ils vont se trouver par la suite dans ce qu'on appelle le canal lymphatique. Et par la suite, la lymphe va être rejetée dans ce qu'on appelle veine cave supérieure, pour se trouver au niveau du cœur. Alors, maintenant, vous avez compris alors, la lymphe, si vous voulez, passe dans la circulation sanguine à travers la veine cave supérieure pour se trouver dans le cœur. Les nutriments qui ont passé dans le sang se trouvent dans la veine cave inférieure et passent par la suite dans le cœur. Alors, maintenant, le sang qui se trouve dans le cœur passe au poumon, qu'on voit, voilà, à travers ce qu'on appelle les artères pulmonaires. Et là, le sang, il va se débarrasser du CO2 provenant des cellules et il va s'enrichir en oxygène. Maintenant, le sang contient de l'oxygène et des nutriments. Le sang contenant ces éléments, ce qu'on appelle d'ailleurs le sang artériel, passe au cœur
à partir duquel il va être pompé vers tous les organes en passant à travers l'aorte, les artères, les artérioles pour se trouver au niveau des tissus. Là, comme on l'a vu tout à l'heure, les vaisseaux se ramifient en capillaires et ces capillaires permettent ou assurent les échanges entre la cellule et le sang. Au niveau donc des tissus, on trouve du sang artériel riche en oxygène et en nutriments qui va passer par la suite aux cellules. Bien sûr, avant de passer aux cellules, c'est ce qu'on va revoir par la suite, Inch'Allah, ces éléments doivent se trouver tout d'abord dans la lymphe interstitielle, puis dans les cellules.